Lors de mes abattages, je me concentre sur la charnière. C'est elle qui vise. Cette mince bande de bois qui contrôle les tonnes de végétal le temps d'un grand basculement. On ne blesse pas les arbres. Je m'applique à viser juste et choisis des directions qui conviennent à son débardage. Un jour, alors que mon épicéa est dans les airs, je vois que son houppier va se prendre dans celui de droite et s'y planter, c'est sûr. Dans un élan irréfléchi, je plonge en avant, accélère au maximum ma machine et coupe ma partie droite de ma charnière au moment où les branches entrent en contact. Alors, mon arbre, qui n'est plus tenu que par un seul point, se met à tourner sur lui-même. Cela lui permet de se faufiler entre deux houppiers. Il heurte le sol. La mousse résonne d'une vibration sourde. Je me tourne vers Christophe, agenouillé un peu plus loin, en train d'arracher une grume. Il a tout vu et me complimente d'un pouce en l'air et d'une grimace approbatrice. Je n'en reviens pas. C'est la première fois que j'agis sur la trajectoire d'un arbre pendant sa chute. Je pose ma machine et regarde en l'air, revivant fictivement plusieurs fois la trajectoire entre les branches qui se balancent. Il est passé par là. Il a touché son voisin. À ce moment, j'ai coupé. Les branches se sont mises à tourner. J'ai l'impression d'avoir ouvert une fenêtre dans le temps. J'existe désormais pendant la chute d'un arbre. Au milieu des résineux, je glisse quelques frênes, des aunes, des chênes et des érables, sans trop rien dire à mon père. Je fais le tour de la forêt de mon grand-père et j'en dessine des cartes. J'apprends les contours, une haie de hêtre, une pierre plantée. Sur mon plan, je trace les trouées au milieu des grandes parcelles d'épicéas homogènes. Elle trace l'esquisse d'une forêt qui change. Dans les clairières les plus anciennes, les plus petits arbres apparaissent naturellement au bout de 5 à 10 ans, comme surgis de nulle part. Leur foule pléthorique ridiculise mes efforts de plantation. Il fallait simplement attendre que la lumière nouvelle modifie la végétation et l'humus. La forêt est bien plus efficace et progressive. J'ai trouvé plus lent que moi. Avec la forêt, j'avance à une vitesse qui me convient. J'exprime mes intentions par petites touches comme autant de propositions et les dynamiques naturelles évoluent en réaction. Je me plais à croire à un dialogue, un échange entre nous, fait de longs silences à écouter et de mouvements végétaux à observer. À ses côtés, j'ai confiance en mes choix. J'aime les arbres. C'est grave de les couper, mais j'ai l'impression de ne pas être seule à choisir. Comme si la forêt était une entité à mes côtés qui m'aide à trancher. Elle a une volonté propre et tout ne repose pas sur mes épaules. Si je me trompe, elle peut rattraper mes erreurs. Quand je m'en éloigne, quand je l'oublie, elle produit de la matière irrémédiablement, fait sa vie. Au moment de quitter cette trouée, pas loin du groupe d'érables, je remarque une plante à côté de ma chaussure. Elle ressemble à du muguet, sauf qu'elle fait des grelots en plus grand nombre, alignés, plus pendants. Je n'en ai jamais vu au passé. C'est un sceau de Salomon. Je suis ravie. Outre son nom élégant, cette jolie plante s'épanouit uniquement dans les vieilles forêts. Je la tiens à preuve. Cette forêt commence à vieillir. Dans
mes épicéas au passé, je dois m'adapter à la lumière qu'introduit le typographe dans mes sous-bois. Il faut surtout vraiment que les épicéas tiennent, fassent des graines par millions, maintiennent une ombre pour qu'apparaissent des semis de hêtres, d'érables, de chênes. Dans les ronds de lumière, je concentre mes efforts. Entre eux, j'observe surtout. Mes plantations me donnent le prétexte de me balader, de comprendre, regarder, côtoyer, m'approprier, faire partie. Je remarque que dans les tourbillons frétille autre chose que de la sueur. J'ai d'abord crié que c'était des aiguilles d'épicéas, mais c'est plus gros. On dirait des insectes volants. Elles se déposent, mélangées à la sueur, à nos pieds. Je regarde de plus près, ce sont des ailettes. Dans un pli à leur base, elles portent des graines d'épicéas. Plus petites que des grains de poivre, attachées à leurs ailes, elles tombent en tremblant tout autour de nous. Il pleut des arbres. Je croque une graine à bout de dents. Elle a un goût de pignon de pin en plus amer. Mes petits, survivez le temps d'une saison chaude. Désolé, notre société vous pond des étés coriaces. Soyez forts, passez la couche de mousse, trouvez du frais. En septembre, avec Benjamin, nous viendrons vous apporter un peu de lumière. La forêt, le typographe et nous, on s'est bien mis sur la gueule. Oh, un petit chêne dans cette trouée pleine de ronces. Des résineux les tout frais de leur ombre. Des érables alors. Oui, ça peut être beau. Là-bas, plutôt des Douglas, c'est plus sec. Ils s'en arrangeront mieux. Et c'est vrai que j'ai vu un sapin. Ils feront la paire. Pendant que sous le tronc, ma main gauche cherche à rejoindre ma main droite, mon regard se pose sur le bout d'écorce au sol que je viens de décoller. J'aperçois un insecte trottiner dessus. Je le reconnais. Un clairon des fourmis. Le prédateur de scolite. Je bondis et l'attrape dans ma main. J'en tombe instantanément amoureux. Il ressemble en même temps à une punaise et à une fourmi. Mangeur de typographe, mon petit héros. Dans ma tête, je lance un hurrah plein de merci à ces genoux qui viennent se fracasser à trébucher dans la biodiversité potentielle.